Monsieur Yassine Moussa, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le président de la République, dans ses orientations politiques, économiques et sociales, le nouvel exécutif conduit par Abdelaziz Jarrah, des orientations puisées des 54 recommandations incluses dans son programme électoral. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la priorité des priorités, c'est d'abord résoudre la question politique? Absolument, je partage ce point de vue. Il faut résoudre la question politique. La question politique, c'est permettre aux Algériens de reprendre leur souveraineté sur leurs institutions, c'est rétablir la confiance entre l'État et la société, la confiance entre les citoyens eux-mêmes. Le Hirak, par exemple, il a parfaitement exprimé ce qu'il ne voulait plus, ça c'était non seulement, il y a une unanimité là-dessus. Maintenant, pour exprimer ce qu'il veut, il faut absolument régler la question politique. Et la question politique, c'est d'organiser la gestion de la diversité des intérêts. Notre société a connu une stratification sociale à vitesse grand V, due à une ouverture du marché qui a été très très brutale. Je rappelle à ceux qui ont un certain âge que nous avons, avec le programme d'ajustement structurel, ouvert notre marché, donc on est allé vers libéralisation et démonopolisation, et là il y a eu des conséquences sur la stratification sociale, sur les composantes sociales, donc l'ascenseur a fonctionné, l'ascenseur social, bien sûr on peut poser la question de la morale, de l'informel, etc., mais aujourd'hui vous avez une société qui est assez diversifiée, mais malheureusement où l'ascenseur social est en panne. Il est en panne. Donc, pour régler la question économique, sociale, l'inclusion, il faut régler le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance, on ne le règle pas avec des mots, on le règle avec la réhabilitation de la crédibilité, de l'autorité de l'État, de la reconstruction des institutions publiques dans lesquelles les citoyens doivent pouvoir se retrouver, qui doit être leur émanation, et donc ces institutions, leur fonctionnement, leur équilibre, leur séparation, leur cohérence doit permettre aux Algériens, aux citoyens algériens, de retrouver non seulement leur souveraineté, et puis leur responsabilité. Donc les Algériens souhaitent maintenant, en 2020, la résurgence de la conscience nationale, la résurgence d'une société qui ne veut plus être assistée, qui n'a jamais d'ailleurs demandé à être assistée. Elle souhaite prendre en main, et pour prendre en main, il y a des institutions, il y a un logiciel qu'il faut changer, c'est ce logiciel de la gouvernance, d'abord politique et ensuite pour les autres questions économiques et sociales. Oui, mais justement par rapport à ce que vous déclarez, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de rupture avec le mode de gouvernance antérieur? On parle de construction de la nouvelle Algérie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire impérativement? Déjà au sommet de l'État. Alors, impérativement, il faut rebâtir les institutions. Tout refaire. Mais écoutez, si vous faites une rupture, si on fait une rupture, il faut bien qu'on s'entende sur les mots. Les mots ont une valeur sémantique, ils ne doivent pas être creux, ils doivent avoir un contenu. Donc, si on veut que les Algériens, qu'est-ce qu'ils demandent les Algériens, Hirak compris ou hors Hirak? Ils demandent dignité, liberté, représentativité, légitimité, crédibilité. Et ils demandent à ce qu'ils reprennent un peu le cours de leur histoire. Ils ne doivent plus être en situation, en train de regarder, voir le pays, l'économie se détériorer, l'espace politique se détériorer, et puis eux être passifs. Ils veulent prendre en main. Et pour prendre en main leur destinée, pour être autonomes et non pas assistés, il faut faire des ruptures dans l'organisation des pouvoirs. L'organisation des pouvoirs, vous avez un logiciel de base, vous avez une loi socle, une loi fondamentale, qu'on appelle la Constitution, et tout le monde attend le président élu sur la Constitution. D'ailleurs, il l'a mis en priorité. Si vous voulez redonner espoir, espérance, confiance, remettre de l'adhésion dans le système politique et remettre de l'énergie des forces nouvelles, des forces vives, vous êtes obligé de revoir les modalités d'accès, de contrôle au pouvoir et les modalités de contrôle du pouvoir. Parce que si vous n'avez pas de pouvoir, vous avez des pouvoirs, vous n'avez pas de contre-pouvoir, vous avez vu les dérives qui se sont passées, qui ont causé du tort à notre économie, à notre société. Mais rétablir les équilibres entre les différents pouvoirs et surtout avec une justice totalement indépendante. Absolument. Il a réitéré encore une fois. Bien sûr, parce que les trois pouvoirs, parce que jusqu'à présent c'était des fonctions. Il y a une différence entre une fonction et un pouvoir. Un pouvoir s'exerce, une fonction elle se contrôle, et on a vu la faible autonomie, pour ne pas dire la dépendance
la Législatif suggestion. de l'exécutif. Oui, la suggestion de l'exécutif, du judiciaire, du législatif sur l'ensemble des institutions. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer en permanence en train de permettre à une minorité ou à des lobbies à gérer une société. Il y a une question de responsabilité sociale, politique, et puis nous sommes dans un monde qui est en plein bouleversement. Donc il serait utile, plus qu'urgent, que le front interne soit solide pour que nous avons des menaces extérieures sérieuses. Nous sommes l'objet d'un certain nombre de convoitises et de luttes géopolitiques, géoéconomiques qui sont là, les unes affichées, les autres cachées, mais elles sont là. Et donc il faut qu'il y ait une société avec son État fortement solidaire, fortement. On ne peut pas laisser cette dichotomie, cette césure entre le citoyen et ses institutions. Et là, c'est la première réforme, d'ailleurs c'est ce qui s'est engagé, le président élu s'est engagé sur la Constitution. Et il faut que cette Constitution redonne du pouvoir, redonne des prérogatives, redonne un rôle. Il faut que l'Assemblée nationale soit l'émanation des différentes composantes de la société. Et il faut que le gouvernement, un tant soit peu, soit la représentation de cette représentation parlementaire, c'est-à-dire il faut que les gens adhèrent. Quand vous avez quelqu'un qui vous représente, dans lequel vous considérez qu'il y a à la fois légitimité, représentativité et crédibilité, votre projet de société fonctionne et les gens acceptent les sacrifices lorsqu'ils sont faits dans l'équité, lorsqu'il y a un minimum de solidarité. C'est lorsque vous n'avez pas cette équité, ce regard, cette différenciation, que vous avez des blocages et bien sûr avec toutes les conséquences négatives. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que rétablir la confiance, qui est une priorité, nécessite plus de transparence dans l'action publique, et cette confiance, est-ce qu'elle va encore renforcer davantage le front interne qui est actuellement fragilisé? Mais madame, la transparence n'est pas un préalable, c'est une résultante, c'est un résultat. C'est un processus, la transparence. Ça vient pas, on ne la trouve pas comme ça de façon spontanée. Elle s'organise, vous avez des institutions, vous avez des textes, et puis vous avez la question centrale, fondamentale, la question des hommes. Parce que même si vous avez des textes très pertinents et des lois très intelligentes, etc., mais il vous faut aussi la qualité des hommes, leur capacité à innover, leur capacité à transcender les difficultés, à prendre en charge, à être à l'épreuve du feu. Donc la question des hommes aussi, elle se pose. Et vous me dites la transparence c'est une résultante. Il faudrait que dans le système politique qui va être mis en place par la Constitution et ses démembrements, c'est-à-dire le gouvernement, les APC, l'APOE, l'APN, etc., les institutions, on va voir quelles sont les institutions, peut-être qu'il y a des réformes à faire dans les institutions, il y a des modalités, il y a la loi électorale à changer, il faut peut-être resserrer les conditions d'accès aux fonctions élues qui ne doivent être pas ouvertes à toute personne de façon un peu aléatoire. La responsabilité des hommes politiques, la responsabilité sociétale, elle est importante. Il faut réhabiliter la politique et le politique. Mais justement, par rapport à cette question réhabiliter le politique et l'homme politique, vous avez cette déclaration du président de la République lors de ce conseil de ministres où il instruit pratiquement les membres du gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la concertation et de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'État et du peuple. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une passerelle qui est aujourd'hui créée pour rétablir encore cette confiance, ce dialogue entre citoyens et ses responsables? Mais madame, c'est la moindre des choses. Un gouvernement est au service de sa société, de son pays, de sa population, de ses territoires, de son territoire. Être à l'écoute, c'est la moindre des choses. Mais ça n'a pas été le cas par le passé. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai une formule, j'adore la chimie, je disais toujours, impunité plus immunité égale autisme plus cécité. Et nous avons vu les dérives que notre société a vécues. Regardez, ça fait... si les textes étaient pertinents, ils auraient réglé les problèmes que nous sommes en train de vivre. Donc pratiquement,
Pratiquement, c'est ce que vous m'avez demandé, est-ce que il leur a demandé d'être à l'écoute. Mais bien sûr qu'ils doivent être à l'écoute. D'ailleurs, ils doivent être à l'écoute, ils doivent probablement faire des audits de leur secteur respectif, ils doivent recevoir les citoyens. Et sinon, comment... Vous savez, la politique, quand on définit la politique, ça vient du mot grec politis, qui veut dire gestion de la cité. Et la cité, c'est quoi? C'est le vivre ensemble, c'est des valeurs et des institutions, et c'est la manière de créer de la richesse et de la répartir pour, un, pérenniser, et deux, développer. Alors la priorité politique, déjà, on l'a compris par le discours du président de la République, même durant sa campagne électorale, dans les 54 recommandations, c'était un peu d'aller vers une refonte un peu des institutions de la République par l'amendement de la Constitution. Dans une deuxième étape, c'est la dissolution du Parlement pour aller peut-être éventuellement vers des élections générales, législatives et locales. La décentralisation du pouvoir de décision, c'est aussi important. Ne pas gérer seul, ne pas être seul. D'abord, pourquoi il y a la révision de la Constitution? Parce que l'objectif principal, c'est de l'institution d'un état de droit. On doit passer absolument d'un état de force à un état de droit. Or, l'état de droit s'organise, et ce n'est pas par magie, par des incantations, par des panégyriques, par des prières, non. L'état de droit se construit. Il a des institutions, il faut des textes, le choix des hommes est très important, parce que ce sont les hommes qui mettent en place et qui mettent en œuvre, qui mettent en évidence, etc. Et quand vous me dites, ils doivent être à l'écoute, mais c'est normal qu'ils doivent être à l'écoute. C'est la moindre... Je rappelle que le service public de l'État, c'est d'abord être au service du public, du citoyen, du consommateur, etc. etc. Oui, mais beaucoup d'Algériens aujourd'hui ne comprennent pas le choix, par exemple le fait d'aller plutôt vers une révision de la Constitution avant d'aller vers la dissolution du Parlement. Beaucoup avaient demandé, peut-être par le passé, par rapport à la perte de crédibilité, d'aller vers la dissolution du Parlement avant d'aller vers... La mécanique institutionnelle est le référendum sur la mécanique. S'il y a une révision de la Constitution, nous aurons une nouvelle loi électorale, nous aurons un nouveau logiciel de séparation, d'organisation, d'articulation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et même dans la gestion locale. Et une fois que vous avez ça, alors là, après, vous mettez en place ce logiciel et il commence par des élections, par une compétition politique, par le retour de la légitimité des citoyens dans leur institution. Et avec le Parlement, vous aurez certainement un gouvernement qui doit émaner de ce Parlement, et ce gouvernement fera très certainement, ça c'est à mon sens naturellement, des élections locales et régionales. Donc on reconstruit l'édifice institutionnel, mais avec un nouveau logiciel, un nouveau mode d'accès, et c'est ça qui va remobiliser les Algériens, et tout simplement répondre aux revendications du mouvement que nous connaissons depuis 10 mois. Mais le contexte financier exige aujourd'hui également des décisions fortes sur le plan économique. Alors les décisions fortes sur le plan économique, je rappelle que pour que le système économique puisse fonctionner en harmonie avec des performances, il faut qu'il y ait la démocratie, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait du contrôle, parce qu'on a vécu beaucoup de gaspillage, de pillage, une allocation, je ne veux pas dire aléatoire, mais qui n'était pas rationnelle, l'allocation des ressources. Donc on a eu une euphorie, on n'a pas pu transformer notre modèle de développement, de modèle de croissance, on est resté sur le binôme, si vous voulez, prix du baril, commande publique, et importation, consommation. Bon, mais ce modèle est terminé. Il faudrait permettre aux Algériens de créer leurs propres valeurs, leur propre activité, et s'émanciper. Et là, les questions économiques, vous savez, il suffit d'un certain nombre de décisions pour retrouver une marge de manœuvre et des ressources. Mais si on raisonne en statique, bien sûr, même avec un baril, je vais vous dire, même avec un baril à $500 le baril, avec ce logiciel, on n'aura ni croissance ni développement. Est-ce qu'on peut considérer que la prédation a prévalu sur l'intérêt général?
Mais la prédation, oui, la prédation, parce que, vous savez, il y a un proverbe qui dit l'occasion fait le larron. Nous, ça a été beaucoup plus grave, ça a été le larron qui a fait l'occasion. Et donc, la voie royale à la corruption, à la prédation, au gaspillage, a été ouverte, mais aujourd'hui, ce modèle n'est pas possible. Et la société, maintenant, le refuse carrément. Elle le refuse carrément. Mais est-ce qu'on est dans un contexte de réforme ou de changement total? Parce qu'on a parlé déjà par le passé de réforme, mais sans pour autant qu'elles aient... On a parlé de rupture, on a parlé de réforme. Vous savez, madame, les problèmes sont depuis très longtemps identifiés, très longtemps connus. Les questions politiques, les questions institutionnelles, la question de la démocratie, la question de l'alternance, la question de la représentativité, légitimité des institutions, la question de la gestion locale, la question du modèle de développement, la question de la décentralisation. Notre pays est allé très loin dans la déconcentration, mais on n'a pas décentralisé, et pour des raisons du logiciel de gouvernance politique. Donc il y a des ruptures à faire, sauf que les ruptures, vous ne pouvez pas les faire de façon instantanée. Ça exige du temps, ça exige des textes, ça exige des hommes aussi, du courage politique. Vous savez, quand vous faites des ruptures, vous mettez en péril des intérêts, des groupes d'intérêts, etc. Donc il faut beaucoup de courage politique, non seulement de l'imagination technique, l'imagination pour mettre en place des instruments, des politiques, des programmes, mais aussi du courage politique. Et pour l'instant, ce qui a été affiché, c'est le minimum, c'est le devoir de tout responsable politique. Et quand vous avez la responsabilité de 45 millions d'habitants, c'est la moindre des choses. Et dans ce domaine, probablement qu'il faudra répondre. C'est une occasion unique pour que la société retrouve un peu, redonne. On parle de main tendue, mais la main doit être, comment on appelle ça, réciproque et mutuelle. Alors, Monsieur Yassine Ould-Moussa, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de la conceptualisation des termes qui posent aujourd'hui des problèmes et peuvent prêter à confusion entre réforme, changement, rupture, construction d'une nouvelle république. Est-ce que dans ce contexte-là, il faut tout revoir ou réajuster ou réadapter ce qui n'a pas marché? Ce qui est certain, c'est que la volonté du président élu, c'est le mouvement. C'est de lutter contre l'inertie des structures, des institutions et des hommes. Alors, il y a beaucoup de secteurs où il faut organiser les ruptures. Mais les ruptures, pour les réussir, il faut les mener de façon consciente, organisée, concertée, par le dialogue. Il faut les mener prudemment, par des études, par un diagnostic, etc. Et il y a des domaines où il faut de simples réformes pour obtenir l'efficacité politique, l'efficience économique, etc. Et puis, il y a des domaines dont les résultats ne peuvent pas être à court terme. Il faut être raisonnable et garder raison, et dont les résultats seront perceptibles à moyen terme. Donc, montrer une certaine impatience ne serait pas très, très, très rationnel. Donc, il faut comprendre que quand vous passez de longues périodes d'inertie, de longues périodes de détérioration de l'organisation, de la régulation, etc., la remise en ordre de l'édifice institutionnel, du fonctionnement de l'économie, de la relance, on parle de relance, de la protection de la société, vous m'avez parlé des questions sociales, hein, tout ça, ça va demander du temps. Il faut être patient. Il faut être patient parce que vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'avez pas d'autre solution que d'améliorer ce qui existe, d'aller vers de nouvelles pistes. Mais le pays, madame, a des ressources, il n'est pas sans ressources. Mais le problème, le sous-développement, je ne vous apprends rien, le sous-développement n'est pas l'absence de ressources, c'est l'incapacité, soit conjoncturelle et parfois structurelle, à les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut non seulement une gouvernance politique, un mode de gouvernance, et un projet de société, un modèle de développement, un modèle de croissance. Mais comment atteindre cette efficacité, éviter de retomber dans les travers du passé? Parce qu'on a toujours parlé des réformes à tous les niveaux, même l'ancien président déchu, à son arrivée, avait annoncé de grandes réformes au niveau de toutes les institutions, sans pour autant les atteindre. Oui, mais les compétences n'ont pas été réunies.
les compétences n'ont pas été réunies, les logiciels sont restés identiques, il y a eu une inertie, et je peux même vous dire qu'on a utilisé le mouvement brownien, hein, on a utilisé le mouvement pour générer de l'inertie. Donc il y a une grande différence entre afficher des objectifs et ensuite leur faisabilité. Et leur faisabilité, ça demande de la concertation, du dialogue. Sinon, les problèmes ne sont pas pris en charge. Hein? Regardez la question de la responsabilité, la redevabilité. Il faut réorganiser ça. Les gens, vous utilisez des deniers publics, vous avez une fonction sociale, vous avez une fonction sociétale. Vous devez rendre compte. C'est la moindre des choses. Vous me dites, quelle est la garantie? Mais la garantie, ce sont les Algériens qui restent vigilants et qui prennent en charge leur destin au niveau local, régional, national, externe, interne. Mais un gouvernement de compétences nationales qui a été aujourd'hui décidé, est-ce que ça va permettre de conduire tous ces changements à tous les niveaux, puisqu'ils ont été, ces membres du gouvernement, très critiques à l'égard de l'action publique qui avait été engagée antérieurement? Attendez. Les compétences, il en faut, quel que soit le programme de gouvernement qui sera mis pour remettre le pays, l'économie, la société en ordre de marche. Les compétences, il en faut. Mais si vous faites des réformes politiques, il faut accepter aussi que ces réformes politiques aient des conséquences sur les institutions, sur le gouvernement. Il est tout à fait possible, de concilier la notion de compétence avec la notion de choix politique. Là, pour l'instant, ce qui a été choisi, c'est une forme de transition, c'est-à-dire on prend des compétences pour très sensiblement organiser des audits, organiser l'analyse. Vous savez, la situation, les secteurs ne sont pas encore bien définis. Nous avons eu une année blanche, pour ce qui me concerne, c'est une année blanche. Nous avons eu aussi d'autres années blanches avant. Donc tout ça, ça ne peut pas se faire. Il ne faut pas demander tout de suite. C'est pas possible. Par contre, on peut parfaitement accepter l'idée que la société, vu sa sociologie, vu sa différenciation sociale, les couleurs politiques soient différentes, mais même avec des couleurs politiques différentes, issues des élections, issues de l'exercice de la démocratie, issues de l'exercice des droits fondamentaux des citoyens dans la gestion de leur cité, même cette diversité, elle peut être conciliée, conjuguée avec des compétences. Il ne faut pas séparer compétences des notions politiques, des choix politiques. Aujourd'hui, par exemple, sur le plan économique et social, le président de la République a donné des orientations. Il s'était même engagé durant sa campagne électorale. Il a réitéré encore une fois hier que d'aller vers éventuellement la suppression de l'IRG, l'impôt sur l'IRG, revenu général, voilà, l'impôt sur le revenu général, sur les faibles revenus. Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte financier actuel, c'est possible ou pas possible, sachant que nous avons des difficultés financières et que vous déclarez vous-même à l'instant que l'année 2019 a été une année blanche sur le plan économique. Tout était à l'arrêt. À l'arrêt. Je veux vous dire qu'on était aussi à l'arrêt même avant, hein, parce que quand on voit un peu la gestion des deniers publics et la chute des prix du pétrole... Depuis 2014, notamment. Voilà, vous avez compris. Donc, depuis 2014, on part au plus pressé. Alors, vous m'avez dit la notion de la question sociale. La question sociale ne se résume pas uniquement à réduire le taux de fiscalité des revenus salariaux de moins de 30 000 ou égal à 30 000 dinars. C'est une question plus vaste. Il y a le problème de l'inclusion. Le social, c'est le prolongement de l'économique. Et l'économique, c'est le prolongement du politique. Donc si vous avez une politique économique pertinente qui inclut les Algériens, qui ne les laisse pas au bord de la route, les Algériens se prendront en charge et la question sociale au sens où on l'entend, c'est-à-dire ce qu'on appelle les catégories défavorisées, les parties fragiles de la société, les jeunes, les vieux, etc., l'aide de l'État sera moindre. Mais pourquoi elle sera moindre? Parce qu'on n'en aura pas besoin. Alors, on peut travailler sur la fiscalité, on peut travailler sur le pouvoir d'achat par l'organisation des marchés, on peut travailler sur la création d'emplois et la création d'activités pour augmenter la production, pour augmenter l'insertion et l'inclusion sociale.
Donc la question sociale, c'est pas uniquement... Et il y a le problème des subventions. Actuellement, on est dans une situation, vous connaissez le déficit budgétaire, la difficulté à pérenniser, parce que nous avons une société solidaire, les Algériens ont toujours été solidaires, il y a une différence entre la solidarité et l'assistanat. Et la solidarité aussi doit se faire dans l'équité, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que les subventions soient beaucoup mieux ciblées. Aujourd'hui, les subventions, elles profitent plus à des personnes à revenus moyens et supérieurs qu'à ceux à qui ils sont politiquement affichés et dédiés. C'est pas normal. Donc il faudra revoir la question des subventions, mais vous aurez toujours un besoin. Il est du rôle de l'État, c'est un cahier de charge minimum. Tout État a un cahier de charge minimum au plan social qu'il doit assumer. Maintenant, pour les ressources, il faut naturellement avoir une politique économique qui augmente la capacité de production et les structures de production. Et donc, si vous augmentez votre production, si on avait augmenté le nombre de PME, de production, etc., on aurait eu des recettes fiscales. On aurait eu des recettes pour faire face aux difficultés des catégories les plus défavorisées. C'est ce qui va permettre un peu de compenser le manque à gagner par rapport à la perte de l'IRG au niveau de la fiscalité, puisque l'IRG représente dans la fiscalité ordinaire l'équivalent de 30 à 35% de revenus. Oui, mais c'est surtout la fiscalité sur les revenus, vous savez. Mais bon, vous avez la fiscalité aussi directe qu'il faut sur l'IBS, sur les entreprises, il faut arrêter cette hémorragie, cette évasion fiscale, cette fraude fiscale. Les avantages fiscaux et parafiscaux qui Absolument. ne servent à rien finalement, ensuite, qui ont été détournés. Et ensuite, on ne peut pas indéfiniment, ça c'est le modèle, on ne peut pas indéfiniment compter sur la fiscalité pétrolière. Il faut que la fiscalité ordinaire, donc il faut qu'il y ait plus de valorisation des ressources locales, plus d'investissement. Et pour ça, il faut changer le modèle, il faut changer les possibilités d'investissement pour que les Algériens puissent aller vers l'investissement, l'accès à l'investissement, à la santé, à la culture. Mais ça, c'est un état de... Libérer l'économie. Alors, question de l'auditeur, comment nous allons éviter dans l'avenir les formes de déviance constitutionnelle, économique, financière et aussi les politiques d'imprudence? C'est une bonne question. Si nous mettons en place des institutions et de contre-pouvoirs où les hommes joueront leur rôle citoyen, vous éviterez ces déviances. Mais si vous avez des textes laxistes ou des textes qui parfois ne sont pas pertinents du tout, et qui sont eux-mêmes des portes royales pour la déviance, etc., vous ne pouvez pas l'éviter. La question de la corruption, des déviances se règle en amont, ne se règle pas en aval. C'est les lois qui dirigent les sociétés, non pas les hommes. Ce sont les lois qui sont pertinentes et ce sont les hommes courageux qui les appliquent. Alors, parmi les postes sensibles à changer, c'est le secteur financier. Doit-on changer la gouvernance des banques et établissements financiers au préalable pour libérer le marché? Alors, là, c'est un gros dossier. Hein, c'est un très gros dossier. Vous posez la question. Consacrer 2 émissions. Oui, mais vous l'avez posé par le prisme des banques. Là, le problème est beaucoup C'est l'auditeur qui la pose. Oui, mais il a raison de la poser. Mais la question est beaucoup plus large. C'est la question de l'allocation des ressources. Alors, vous avez 2 types d'allocations. Vous avez l'allocation des ressources par la souveraineté nationale, qu'on appelle le budget, par la PN. Là aussi, il faut faire des efforts, le train de vie de l'État, la gestion des collectivités, la gestion des marchés publics, la gestion des dépenses publiques, pour avoir d'optimiser, plus d'efficience, non seulement d'efficacité, mais de l'efficience. Et puis vous avez la gestion l'allocation des ressources par le marché. Et par le marché, ce sont naturellement le système bancaire. Donc là aussi, il y a des réformes profondes. Et il ne faut pas demander aux banques des missions qu'elles n'ont pas. Nous avons des banques commerciales et donc il faut élargir, diversifier le paysage financier pour aller vers des institutions de financement de l'investissement, de financement du développement. Mais comment assurer une inclusion aujourd'hui de l'informel? On n'arrive pas à le faire jusque-là, on n'arrive pas à le maîtriser. Pourtant, il y a une manne qui est équivalente ou supérieure à 50 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres officiels, c'est pas ce qui circule dans le fichier. Je ne partage pas votre locution, on n'arrive pas.
Je pense qu'on n'a pas voulu, ce qui est différent. Oui, vous avez raison pour ce Je pense qu'il faut faire la différence entre la volonté et la capacité. Et donc, nous, on n'a jamais pu conjuguer entre savoir, vouloir et pouvoir. Donc, si on veut, on peut parfaitement éradiquer. Mais c'est une question non seulement économique, mais même, je vais vous dire, politique. Parce qu'il y a des groupes d'intérêt. Et de sécurité nationale aussi. Et de sécurité nationale. On a vu ce qui s'est produit en 2011 avec l'institution du chèque. Le chèque, les problèmes par exemple, les problèmes de subvention des produits de première nécessité. Quand vous donnez sans contrôle un produit de première nécessité aux opérateurs privés, il y a un certain nombre de sécurités à faire, sinon vous êtes sous la dépendance. Donc toutes ces questions-là, la réorganisation de l'économie et les réformes de structure qui doivent, c'est quelque chose qui doit être fait de façon beaucoup concertée. Il faut aller très certainement, il faut que tous les acteurs, les associations patronales, les syndicats, les acteurs sociaux, il faut que aujourd'hui, maintenant, ils doivent converger leurs efforts. L'heure n'est plus à se chamailler à se tirailler sur des avantages étroits, éphémères et sans lendemain. L'économie nationale, l'avenir de la société algérienne, l'avenir de notre pays dépend de cette qualité de convergence et donc de ce management politique et institutionnel que actuellement la volonté de le mettre est totalement affichée. Oui, mais parallèlement à ce que vous déclarez, M. Yassine Ould Moussa, si on parle aujourd'hui, par exemple, de la volonté politique, est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle pourrait aller jusqu'à proposer éventuellement une amnistie fiscale pour résorber tout ce qui est dans l'informel? Mon point de vue, c'est que s'il y a amnistie fiscale, on a essayé de faire des formes d'amnistie fiscale, les bons du Trésor. Direct, mais pas totalement. Je vais vous dire pourquoi. L'amnistie fiscale n'aurait de sens que si vous avez un projet, que si l'argent qui est dégagé, qui est dans les bas de laine, servent un projet, des projets industriels, des projets économiques, si vous mettez en place une canalisation, une orientation vers l'investissement. Mais si vous faites une amnistie fiscale pour rendre licite ce qui a été illicite, volé au trésor public, à la collectivité, vous savez qu'à chaque fois... Blanchir l'argent. Non, à chaque fois que vous faites une évasion fiscale et à chaque fois que vous faites une surfacturation, ce sont des ressources que vous priver la société et l'État algérien. Changer de monnaie, c'est possible? Oui, c'est changer. Mais il faut que ça rentre dans un plan. Ce ne sont pas des opérations ponctuelles comme ça ça rentre dans un plan. L'amnistie fiscale, changer les monnaies, et ça demande beaucoup de courage politique et d'ingénierie technique. Alors, est-ce que vous trouvez normal que la politique générale du gouvernement va être présentée au Parlement pour l'adoption? Et est-ce que ce dernier est légitime ou illégitime? Quelle est votre solution? C'est vrai que M. Djera devra présenter la déclaration de politique générale au niveau de ce Parlement. Oui, mais je pense que ce Parlement est en fin de mandat si on fait la réforme. Il reste 2 ans. Non, il reste 2 ans si on ne change pas la Constitution. Soyons clairs, soyons nets et soyons francs. Il reste 2 ans, si vous ne changez pas de constitution, oui, il reste 2 ans. Mais si vous changez de constitution, vous aurez très certainement des nouvelles élections et très certainement un nouveau gouvernement. Alors, bon, pour la forme, il est normal qu'on présente, on respecte la forme, on présente le programme au Parlement et au Sénat. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout du respect des formes, c'est tout. Mais le vrai Parlement, c'est celui qui va venir, qui est légitime, qui est crédible, etc. Ce Parlement, je suis désolé, il est venu dans une période de trouble. Alors, dernière question, et très rapidement, Monsieur Yassine Ould Moussa, justement pour rétablir cette confiance, est-ce qu'il faudrait être patient? Comment être patient aujourd'hui? Puisque les Algériens veulent des changements et veulent des changements rapidement. Il ne faut plus attendre. Les Algériens... Sont impatients de voir des changements. Les Algériens peuvent être patients s'ils ont la certitude que leurs intérêts sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, monsieur Ould Moussa. Mais il faut attendre, on ne connaît pas le programme et il ne faut pas devancer les événements. Est-ce que vous avez le programme du gouvernement? Vous ne l'avez pas. Quelques orientations. Nous avons des orientations du président élu, il a des engagements. Il a demandé à établir des feuilles de route. Et il a demandé à ce que chaque
responsable de Établir sa feuille de département, route. établir. Et puis le grand problème, c'est qu'il faudrait que toutes ces feuilles de route convergent et soient en cohérence. Et puis il faudra les mettre en œuvre. Afficher une volonté et la mettre en œuvre, et en est une autre. Monsieur Yassine Ould Moussa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi.